Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. 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 En cette semaine de doublon qui nous offre 2 fois plus de bonheur ovale, on va parler et 15 de France et top 14. C'est beau la vie quand même. Alors, vegan s'abstenir, on va commencer par la pièce du boucher, rapport au match contre les roast beef. On va donc se demander comment battre l'Angleterre. Puis on passera au top 14 et au Stade français qui n'est tellement pas au mieux de sa forme qu'on va se demander carrément s'ils vont pas descendre les Parisiens. Et on finira plus au sud pour se pencher sur Toulouse. Toulouse 3e, Toulouse qui est de retour tout en haut du classement. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Clément Dossin, bonjour Clem. Bonjour Cricri. Maxime Rollin, bonjour Max. Bonjour. Et Jean-Christophe Collin, bonjour JCC. Bonjour Christelle Bonnet. Vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. Alors ça y est, on y est. France-Angleterre, le crunch au Stade de France. Alors avant France-Angleterre à la maison, c'était l'acmé du tournoi. C'était le match, l'occasion de faire le grand chelem. Bon, on n'en est plus trop là. Hein. L'Angleterre est deuxième nation mondiale au classement IRB. Nous, on est 10e. Même les tapes de chevet et les luminaires ne nous respectent plus. Mais justement, battre l'Angleterre, ça vous sauve un tournoi. Et on l'avait un peu oublié, mais battre l'Angleterre, c'est possible. L'Écosse l'a fait la semaine dernière, en marquant 3 essais même. Donc, elle est prenable, cette équipe. Mais il faut qu'on fasse quoi, en fait, pour la prendre ? Comment on peut les battre, ces Anglais ? Clément ? Non, mais Max, il avait 2 bonnes idées tout à l'heure. Ah oui, il fallait prier et tricher. Voilà, ça commence bien. On a les bases. Voilà. Prier, ça peut jamais... ça peut pas perdre. Je sais pas si ça peut gagner, mais ça peut pas perdre. En fait, on a un peu l'impression que c'est de la science-fiction parce que, tu l'as rappelé, ils sont 2e mondial, on est 10e. Et il y a un écart, mais monumental, en termes de construction collective entre ces 2 équipes et en termes de maîtrise du rugby. Et on a d'un côté une équipe qui bosse avec Eddie Jones depuis maintenant un peu plus de 2 ans, depuis la Coupe du Monde 2015, et qui bosse bien. Et de l'autre, une équipe qui bosse depuis à peine 2 mois avec Jacques Brunel. Donc déjà, rien qu'en disant ça, voilà, il y a un monde d'écart. Maintenant, on peut décider que c'est foutu d'avance et puis de même pas déclarer forfait et pas jouer ce match. Il y a certainement des choses à faire, à exploiter. Moi, ma plus grosse interrogation, je l'évoquais un petit peu déjà la semaine dernière quand on parlait de Bastaro, la plus grosse interrogation, c'est notre capacité à rivaliser physiquement pendant 80 minutes. On voit qu'on l'a vu en Écosse, et c'est pas nouveau que cette équipe de France, elle a du mal lorsque le rythme s'élève à tenir la distance. Et je pense que, pour reprendre une formule un peu usité, mais qu'ils vont nous emmener dans des zones de rythme, de vitesse, d'intensité auxquelles on n'est pas habitué et qui vont nous faire beaucoup souffrir. Je pense qu'on va avoir des séances défensives monstrueuses où ils vont tenir le ballon pendant très longtemps et que là, on va vraiment souffrir. Donc déjà, la première chose, c'est de résister à cette intensité. Mais comment ? Je comprends pas ça déjà, parce que on passe notre temps à dire qu'ils passent leur temps à faire du physique, et là, ça va être physiquement qu'on va avoir du mal. Même physiquement, on va pas y arriver. Physiquement, on a du mal parce que... ils passent pas du temps à faire que du physique, mais on a du mal parce que encore une fois, c'est un lieu commun, mais c'est une vérité, c'est que notre championnat ne nous prépare pas aussi bien à ces intensités-là que le championnat anglais, par exemple. On sait qu'il y a un delta toujours de 2-3 minutes de temps de jeu effectif par match entre le championnat de France et le championnat anglais. Et ces minutes, c'est ce qu'on retrouve après au niveau international. Donc voilà, c'est là pour moi que se trouve le premier défi. C'est dans l'intensité, dans les fameux mètres par minute dont parle beaucoup Fabien Galtier depuis le début de la saison. C'est dans cette dimension-là, dans la dimension de déplacement, se relever rapidement, enfin toutes ces choses-là qu'on est aujourd'hui en retard sur les Anglais, sans même parler de l'organisation collective où ils ont 5 ans d'avance. Oui, parce que c'est ce qu'ont pu faire les Écossais, c'est-à-dire tenir cette intensité. Donc faut faire, si on veut y arriver, il faut faire comme les Écossais, c'est-à-dire avoir d'abord un chant hyper anti-anglais, c'est-à-dire qu'il faut enlever la Marseillaise, et on n'a pas Flower of Scotland, mais il faut trouver un chant d'abord pour nous préparer à ça. Eux, ils ont... Boutons-les hors de France. Voilà, la chanson de Renaud contre Margaret Thatcher, par exemple, tu vois, ça c'est une bonne entame. Et puis remplir le stade de gens anti-anglais. Donc à Édimbourg, c'est facile, à Paris, c'est plus compliqué.
Voilà, faut faire appel à ça parce que exactement comme tu viens de dire, le problème c'est un problème d'intensité. Est-ce qu'on va être capable de relever cette intensité-là? On en doute, c'est juste ça. Toi, tu penses que c'est la fibre patriotique qui va nous sauver? Non, je disais que oui, il fallait faire appel à des choses qui sont un peu irrationnelles, quoi. Je pense que JCC il a raison dans le sens où rugbystiquement ils sont meilleurs que nous. Donc si on veut rivaliser, ça va être c'est un peu bête, mais ça va être ce qui a fait parfois des exploits du rugby français, c'est-à-dire le cœur, les couilles. C'est ce que j'allais dire finalement. Il faut croire un petit peu au miracle, c'est-à-dire que une fois de temps en temps comme ça, l'équipe de France nous sort un match sorti de nulle part et gagne des équipes où on l'attendait jamais gagner. Voilà, il y a la Nouvelle-Zélande en 2007, etc. Et ben là, c'est ce qu'il faut se dire. Surtout qu'on a gagné contre l'Italie. Il nous manquait un petit peu ce petit truc de dire on n'a pas gagné depuis plus d'un an. Et le fait peut-être d'avoir gagné contre l'Italie, ça va nous libérer et qu'on va sortir un match énorme contre l'Angleterre. Après, c'est vrai qu'il y a une différence de niveau entre les deux équipes, mais on ne sait jamais. Regardez l'Irlande, ça s'est joué à rien et pourtant tout le monde annonçait 30 points d'écart, moi le premier, entre les Irlandais et les Français. Donc moi je vais croire à ça, une sorte de nouveau miracle, mais ça ne veut pas dire que si on bat les Anglais, après on ira gagner au Pays de Galles et non, ça se trouve on repartira pour 8 mois de galère, mais sur un match comme ça, au Stade de France, allez, pourquoi pas se dire que... Après, il y a une chose, c'est que c'est un match ultra simple à préparer, dans un sens. Voilà, c'est... Effectivement, je rejoins Max sur le fait que... Il y a eu cette victoire qui déjà casse la série. Et ça, c'est important. On va plus leur remémorer en permanence qu'ils sont sur presque un an de match sans victoire. Donc ça, c'est fait. Et là, c'est que du bénéfice, quoi. C'est-à-dire que, franchement, il n'y a a priori aucune chance de battre cette équipe d'Angleterre. Donc, pour préparer ce match-là, pour le staff, c'est assez simple, quoi. Il y a les ressorts habituels du rugbyman français dos au mur et qui va s'envoyer comme un gaga pour essayer de battre ces Anglais. Après, stratégiquement, il y a... Les Écossais ont montré une voie, mais je ne suis pas certain qu'on soit capable de la suivre. Alors, ils ont trouvé d'énormes intervalles sur les extérieurs. Ils sont allés chercher des solutions vraiment très loin au large. Après le deuxième centre, il y a cet essai magnifique en début de match de Maitland qui vient sur une passe sautée hallucinante de Finn Russell, qui lobe Joseph et ça libère un espace incroyable pour son centre. Malheureusement, est-ce qu'on on est capable d'avoir la justesse technique pour amener le ballon là-bas aussi rapidement que les Écossais ont su le faire, je ne sais pas. Mais il y avait en tout cas quelque chose à exploiter là pour battre cette défense anglaise qui est une défense très très agressive. Puis tu parles de Russell, effectivement, ils ont eu des joueurs qui ont fait un match exceptionnel. Et Russell, c'est leur numéro 10. C'est leur demi d'ouverture. Il faudra qu'on ait des joueurs comme ça qui sortent un immense match. Au-delà de la performance collective, il faut aussi qu'individuellement, les joueurs sortent un immense match, personnellement. Et du coup, ce qui me chagrine, c'est qu'il manque peut-être ce match winner, comme l'était Teddy Thomas. Là, on a beau chercher, est-ce qu'il y en a un qui va se révéler? J'en suis pas sûr, un mec capable de traverser le terrain. Alors, il y en a toujours, mais Teddy Thomas l'avait prouvé sur les 2 premiers matchs face aux Irlandais et face aux Écossais. Là, c'est peut-être justement ce qui fera défaut et qui nous empêchera de gagner ce match. Et puis, un autre point stratégique, attention à cette association Ford-Farrell, leur ouvreur et leur premier centre, qui sont en fait 2 ouvreurs, et qui sont vraiment les 2 cerveaux. Ils n'en ont pas un, eux, sur le terrain, ils en ont 2, qui sont 2 joueurs exceptionnels, parce que, par leur vision du jeu, justement la possibilité que l'un supplée l'autre à n'importe quel moment sur le terrain, 2 joueurs qui ont l'agilité avec les mains, la capacité aussi de nous renvoyer dans notre camp au pied. Enfin, voilà, il va falloir mettre une énorme pression sur ces 2-là, peut-être leur envoyer Bastaro en début de match dans la gueule quelques fois pour les amoindrir un peu physiquement, mais ça va être aussi une des clés importantes de ce match-là. Ok, on a fait le tour, on n'aura pas d'autres solutions pour battre l'Angleterre. Du coup, on va passer au deuxième. Tu veux pas un pronostic du coup? Non, t'as pas on le fera à la fin, peut-être. D'accord. Peut-être la dernière chose à ajouter, c'est que tout de même, individuellement, les joueurs peuvent se dire que presque tous, dans leur club, ils ont battu des clubs anglais en Coupe d'Europe.
Et donc, au-delà de la dimension collective, effectivement, comme tu le soulignais, effectivement, il y a une grande différence de niveau entre ces deux équipes. Mais dans les ressorts psychologiques aussi, faire valoir que les équipes françaises ont battu les équipes anglaises. Avec des Anglais dans leurs équipes. Avec des Anglais dans Quand même, une dernière chose aussi qu'il faut souligner, on l'avait dit la semaine dernière, elle est moins impérieuse, moins dominatrice que la saison dernière. Et une des raisons, c'est la tournée des Lions. On sent quand même que les joueurs anglais ont tiré sur la corde beaucoup en début de saison, enfin fin de saison dernière, et que ça a des conséquences sur cette saison. Les clubs anglais, si je ne dis pas de bêtises, il y en a qu'un seul qui est qualifié pour les quarts de finale de Coupe d'Europe. Donc là-dessus, il y a eu une conséquence aussi. Des joueurs comme Itoje ont mis un temps fou à revenir. Et là, voilà, ils sortent de 2 matchs. Donc on l'a dit, la défaite en Écosse et une toute petite victoire à domicile contre le Pays de Galles, qui montre quand même que voilà, c'est pas l'Angleterre de. Ouais, mais alors à contrario, est-ce que la défaite en Écosse du coup nous arrange? Ah non, ça c'est sûr que ça va les rendre fous. Ça, c'est sûr que finalement, ils nous arrange peut-être pas cette défaite en Écosse. Et s'ils avaient gagné contre l'Écosse, ils seraient arrivés un petit peu costaud en France. Et c'est là où on aurait peut-être un peu pu plus les surprendre. Voilà. Mais là, du coup aussi, il y a ce petit paramètre qui fait que c'est pour ça c'est très compliqué de croire en cette victoire française. Ils vont pas se louper 2 fois de suite, et pour eux, une victoire est impérative. Ils ont encore un tournoi, certes le Grand Chelem c'est mort, mais ils ont un tournoi à aller gagner. Ils recevront l'Irlande pour une finale exceptionnelle la semaine d'après, donc faut qu'ils gagnent au Stade de France. Donc il y aura pas de relâchement anglais, ça c'est certain. Très bien, on va revenir au top 14. Un passionnant top 14 en ce qui concerne le classement en tout cas, avec ce lot de surprises chaque semaine, ce qui est plus une surprise en revanche, c'est de voir perdre le Stade français. Ce week-end, les Parisiens ont perdu à Oyonnax, qui est dernier du classement. En top 14, ils restent sur 5 défaites. Ils n'ont plus gagné depuis le 30 décembre en top 14. Le Stade français, c'est aussi cette équipe qui a perdu à Krasnoïarsk en challenge européen en octobre. Ce qui, avec tout le respect, Jean-Christophe, qu'on doit à Krasnoïarsk, laissait pas spécialement présager d'une saison de feu. Il faut y gagner. Krasnoïarsk, c'est la grande place du rugby en Russie. Voilà, il fait quand même jouer par moins 24, c'est pas évident. Tu as joué toi à Krasnoïarsk? Ouais, c'est ça. Bon alors va y gagner à Krasnoïarsk, on en causera. Ok, donc toutes mes excuses aux habitants de Krasnoïarsk. N'empêche qu'ils nous ont habitués un peu, les stadistes, à ces trous d'air. Ils nous ont habitués à revenir du diable Vauvert, comme dirait ma grand-mère, à serrer les rangs, à se mettre en mode à la vie, à la mort, à faire des trucs assez exceptionnels, parfois en fin de saison. Ils peuvent nous rejouer ça, Max, ou cette année ça peut être plus compliqué. Est-ce que cette année, le Stade français peut descendre ? Oui, il peut descendre. Quand on regarde le classement, oui, on peut se dire qu'il peut descendre. Après, c'est vrai que les saisons d'avant, il y avait toujours un petit élément de contexte qui leur permettait de faire de se remobiliser, de faire des fins de saison un petit peu de folie. L'année dernière, c'était l'histoire de la fusion qui a duré une semaine avec le Racing. Là, cette année, je vois pas trop ce qui peut créer le déclic et les faire rebasculer sur du positif. Ils ont perdu aussi pas mal de joueurs. Alors, important, oui, les départs de Slimani, Bonneval, on en a beaucoup parlé. Doumerou, Saint-Zel, etc. Ils ont perdu pas mal de joueurs, mais ça, on le savait. Mais c'est peut-être la perte aussi de certains, comme on dit, grognards, de joueurs comme Papé, alors Dupuis, même s'il est dans le staff, mais c'est plus la même influence selon moi. Et c'est peut-être ça qui va leur manquer. Parce qu'aujourd'hui, quels sont les cadres qui vont pouvoir un petit peu prendre le groupe en main et l'emmener pour sortir de cette spirale négative? Aujourd'hui, j'en vois pas trop. Il y a Parissé qui est là depuis 10 ans, mais sauf que là, il dit que voilà, il faut se remobiliser, etc., etc. Sauf qu'il va partir 15 jours avec l'équipe d'Italie et que pendant ce temps-là, le Stade français, il va recevoir Castres et il va se déplacer. Il a un calendrier hyper compliqué, donc. Là, ils n'ont pas gagné depuis, c'est ça, la fin de l'année dernière. Fin de l'année dernière. Ils enchaînent les défaites. Ils perdent 2 fois contre les promus de suite, contre Agen à la maison, là contre Oyonnax. J'ai regardé, c'est déjà arrivé par exemple à Bayonne, cette histoire de perdre contre les deux promus, donc 3 fois sur 4 matchs, les matchs aller-retour. C'était la saison 2009-2010 et cette année-là, Bayonne a été relégué. Donc c'est aussi arrivé à Brive la saison d'après, de perdre 3 fois sur 4 contre les 2 promus et ils ont terminé 12e. Donc les signes sont pas très encourageants.
C'est intéressant ce que dit Max sur les leaders. Aujourd'hui, qui sont les leaders du Stade français, hormis Paris C? C'est cette génération de joueurs français de 25-27 ans, dont on attend d'eux qu'ils soient les leaders, Plisson, Danty, Flancard. Mais on a du mal à déceler chez eux la moelle suffisante pour être vraiment ces leaders-là. D'autant qu'ils ne sont pas forcément toujours indiscutables sportivement. Je pense à Plisson notamment, qui alterne avec Stein. Donc il manque clairement quelque chose. On peut rappeler quand même qu'ils ont perdu leur manager en cours de route, Greg Cooper, le néo-zélandais, qui a dû rentrer au pays pour des raisons personnelles parce que sa fille était malade. Donc ça, c'est quand même un problème aussi de stabilité. Le départ de Quesada, Max l'évoquait avant l'émission, d'une certaine manière leur fait mal aussi. Il y a quand même beaucoup de signaux très inquiétants, et effectivement pour moi les 2 derniers matchs qui étaient cruciaux, c'est-à-dire qu'ils gagnaient ces 2 matchs-là, on faisait même pas cette émission, enfin ce thème aujourd'hui dans l'émission, c'est-à-dire que c'était plié, ils avaient 15 points d'avance et ils terminaient 11e, 10e en roue libre, et puis voilà. Là, c'est chaud bouillant, parce que ils ont en plus derrière eux des équipes dont la dynamique est très bonne. Oui, c'est ça. C'est-à-dire on a l'impression qu'il y a un croisement des courbes avec Oyonnax notamment, qui est sur une dynamique positive. Et eux, comme vous venez de le souligner, ils viennent de perdre des matchs importants contre des concurrents directs à la descente. Et même Agen, qui a gagné le Stade français, qui vient de battre le leader Montpellier chez lui. Et qui vient de battre Montpellier. Et pour mémoire, ce qui est surtout inquiétant pour le Stade français, c'est la fin de saison et le calendrier qu'il va devoir affronter. C'est-à-dire il reçoit Castres, qui a perdu ce week-end et donc qui va être un peu revanchard. Ensuite, il y a le derby avec le Racing. Ensuite, ils reçoivent Toulon, qui aura peut-être Toulouse, effectivement, qui toujours sera dans cette dynamique pour être dans les 6. Ensuite, ils reçoivent Clermont, qui aussi va devoir chercher des points. Ils vont à Lyon, ils reçoivent Brive et ils terminent à La Rochelle. Autant dire que c'est un calendrier relativement compliqué. Dans le pire des scénarios, ils gagnent un match. Enfin, ils en gagnent 0 évidemment dans le pire des scénarios, mais voilà, ils peuvent battre Brive. C'est peut-être ce match-là qui risque de les sauver. À mon avis, le match charnière, c'est le match contre Clermont, parce qu'il a lieu une semaine après le quart de finale de Coupe d'Europe. Clermont, quand même, va finir, je pense, la saison de top 14 un peu en roue libre. On peut imaginer que si jamais ils se qualifient en demi-finale, ils vont faire tourner tout ça, donc peut-être qu'ils ne viendront pas avec le couteau entre les dents au Stade français. Mais voilà, clairement, c'est très, très, très chaud. Et si on veut s'amuser à faire un peu de rugby fiction, on en parlait avec Max autour du café tout à l'heure, moi je les vois bien terminer 13e, et qui est une place horrible. Pourquoi ? Parce que, on le rappelle, cette année il n'y a qu'une descente sèche, le 14e. Le 13e jouera un barrage contre le finaliste malheureux de Pro D2. Par exemple, si c'est Oyonnax qui joue ce barrage, je le signe ici, Oyonnax gagnera ce barrage, parce qu'eux, ils seront sur une dynamique positive, ils seront miraculeux, ils seront déjà heureux d'être là. En revanche, si c'est le Stade français, gros danger. Et imaginons un match à Perpignan. Parce que ce sera sur le terrain du club de Pro D2. Et à Mont-de-Marsan ou à Perpignan. Ou à Mont-de-marsan ou même à Biarritz. Moi, j'évoquais à Biarritz, face les retrouvailles avec Quesada. Je suis pas sûr que ça se passe très bien. Et moi, j'évoquais un petit Perpignan Stade français, 20 ans, jour pour jour, on est en 2018, 20 ans jour pour jour après la finale de 98, ce qui aurait quand même une drôle de saveur. Ce sont deux bastions du rugby français qui se retrouveraient pour sauver l'un pour monter, l'autre pour sauver sa place dans l'élite. Ça peut être sympa, on aurait des histoires à raconter. Après, quand on regarde les noms qui figurent sur la feuille de match du Stade français, tout de même, on se dit que ça serait incroyable qu'ils descendent, quoi. La deuxième ligne, c'est les internationaux, Flancard, Gabriel. La troisième ligne, Paris C, Magalou, un jeune espoir du rugby français, Albert, Paris C, ensuite derrière Danty, Plisson, etc. Isea, donc ça serait invraisemblable, quoi. Mais il se passe quoi alors ? Parce que c'est pas comme à Clermont qui manque 25 joueurs. Je retiens une phrase de Mauricio Reggiardo, l'entraîneur d'Agen, donc qui est venu gagner la semaine dernière au Stade français, qui disait que son équipe, elle savait qu'elle jouait le maintien depuis le début de saison, et dans leur esprit c'était clair. Au Stade français, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils disent que maintenant ils jouent le maintien. Ils le disent, vraiment. Mais je pense qu'ils y croient pas vraiment. Là maintenant ils y croient. Depuis ce matin, la lecture du classement. Comme beaucoup de gens se disent, mais non, le Stade français ils vont s'en sortir. Et au final, ça, je pense que c'est très important dans sa tête de se dire maintenant on joue le maintien. Et c'est vrai qu'au début,
ils avaient beaucoup de blessés, ils en ont beaucoup parlé, les coachs insistaient là-dessus, que c'était un peu une posture. Ouais. Mais je pense que c'était un petit peu aussi une fausse excuse, parce que quand on regarde la composition d'équipe face à Agen et même face à Oyonnax, c'est quasiment l'équipe type en fait. Il manque personne, tout le monde est de retour. Et malgré ça, ils perdent. Donc certes, il n'y a pas de banc, mais sur le 15 de départ, là aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de blessés. Et ça gagne pas. Mais c'est important ce que dit Max, et ça rejoint ce que je disais sur le fait que si c'est Oyonnax qui est 13e, ils iront chercher le maintien, par exemple. Parce que effectivement, la lutte pour le maintien, c'est un combat de tous les jours et c'est vraiment une dimension mentale. Et ils sont pas là parce qu'en fait, ils ont jamais cru qu'ils allaient se retrouver là-dedans. Il y a 5 journées, là tu le disais, avant leur défaite, ils avaient 15 points d'avance sur le dernier. Donc il y avait une sorte de faux confort. Voilà, il y avait un confort en fait, même un vrai confort. Mais comme ils étaient plus dans la course pour la qualif, mais voilà, ils allaient faire une saison comme ils l'ont fait. Comme les autres années en fait, comme ils l'ont fait il y a 2 ans après leur titre. Souvent, ils sont 10e, voilà. 11e, ils se baladent dans une sorte de ventre mou. Sauf qu'aujourd'hui, il y a plus de ventre mou. Il y a les 9 premiers qui jouent pour les 6 premières places, parce que j'enlève Clermont qui est quand même un petit peu loin, mais normalement le ventre mou cette année c'est Clermont en fait. Voilà, c'est ça, il y a un club Bordeaux et Clermont, et il y a les 4 derniers qui jouent pour le maintien, mais il n'y a plus de ventre mou comme avant, et du coup, comme on le disait, quand on regarde le calendrier, on se demande où vraiment ils vont prendre des points. Alors qu'avant, on se disait, bon là, ils vont jouer contre une équipe qui est 10e, 11e, ils vont les recevoir, ils vont les battre. Et là, aujourd'hui... C'est pour ça aussi que ce top 14 est fou cette année. Quand on voit que La Rochelle, où on était persuadé, début de saison, ils se baladaient en tête, et là, ils sont 7e, ils sont sortis des 6. Ce top 14, je le trouve passionnant, au moins sur cette incertitude-là. Un mot, Max, il avait fait une interview intéressante de Robert Mort, le directeur sportif du Stade français, c'est la nouvelle équipe dirigeante allemande qui a repris le club, et il disait avant le match contre Pau, donc là on était fin janvier, il disait si on perd, il y a le feu. Mais comme si c'était une phrase toute faite en fait, et une posture, et qu'ils n'avaient pas conscience qu'en fait c'était vrai. Non mais maintenant c'est plus le feu, c'est le brasier quoi. Il y a 8 foyers, il y a l'incendie à tous les étages du club, et il faut vraiment qu'ils se réveillent et qu'ils gagnent très vite, parce que c'est chaud, c'est vraiment très chaud. Ils ont, on l'a même pas dit, mais ils ont quoi? Ils ont 2 points d'avance sur le 13e je crois. Donc, 6 points sur Oyonnax qui est en pleine bourre. On les pensait larguer, Oyo, donc... Enfin, ils sont en pleine bourre, ils ont gagné 3 matchs dans toute leur saison. Ils ont triplé le nombre de victoires depuis le début de la saison. Non, et puis surtout, Oyo, ils ont montré match après match une abnégation, ils n'ont jamais renoncé, ils sont allés chercher des petits bonus. Ils sont allés chercher des petits bonus. Ils ont 3 matchs nuls aussi. 3 matchs nuls. Au final, ça compte. Hein. Et le match aller, d'ailleurs, est intéressant. Dans le match aller Stade français-Oyo, il y a 25 points d'écart à un moment, et Oyo va chercher un bonus en mettant 3 essais dans les 10 dernières minutes. Et contre Clermont, ils sont menés de 24 points à la mi-temps. Donc, c'est juste une question d'état d'esprit, quoi, d'être en mode survie. Puis on ressent une équipe à Oyonnax, être unie par un même projet. Et par un coach. Oui, Adrien Buonanoto. Buonanoto. C'était un piège. C'est un ancien du Stade français d'ailleurs. Et du PUC. Ah bon, d'accord. Qui était l'entraîneur du PUC. Voilà. C'était le moment PUC. Donc tous au PUC. Le moment PUC étant passé, on va pouvoir changer de sujet et on passe au dernier sujet, Toulouse. Cette fois, Toulouse qui est 3e du top 14. On avait un peu oublié le stade en fait. Et puis le jeu de Toulousain est de retour. Il y a quelques saisons que c'était compliqué pour le stade. La fin de l'ère Novès, ça n'a pas été simple. On se souvient de joueurs qui sont tombés à bras raccourcis, notamment sur le nouveau coach Hugo Mola. Faut dire qu'il est toujours plus simple d'être une bande de copains quand ça gagne, et là ça gagnait plus. Le Stade Toulousain finit 12e la saison dernière. Là les résultats sont à nouveau là. Le staff de la saison prochaine a été annoncé avec une relative stabilité. On peut dire. Puis il y a surtout un gros coup dans le recrutement avec l'arrivée de Jérôme Keno, le 3e ligne néo-zélandais, double champion du monde, 81 sélections chez les Blacks. C'est un très gros coup, au moins médiatique, qui laisse penser que le stade est de retour, Jean-Christophe. Le stade est de retour, on va le voir, c'est comme on disait, ce championnat est tellement instable. Effectivement, ils ont de bons derniers résultats, surtout un jeu qui redevient ce qu'il fut, on va dire. Mais pareil aussi, ils ont des grosses individualités, ils ont quand même des grands joueurs. Quand on voit Fritz qui a 34 ans,
continue avec la même régularité de performance. Donc, ils ont ça aussi. On parlait de manque de cadre peut-être au Stade Français pour aujourd'hui. Eux, ils ont ça. Ils ont toujours ces joueurs qui assurent la continuité et l'âme de cette équipe. Je pense qu'il faut d'abord souligner le recrutement, avant de parler de Keyno pour la saison prochaine, le recrutement très intelligent de cette saison. Et à mon avis, il y a eu 4 joueurs majeurs dans le renouveau de Toulouse. C'est Dupont, qui s'est blessé depuis, mais qui a fait un début de saison tellement stratosphérique qu'il leur a fait gagner quelques matchs à lui tout seul. Holmes, le demi d'ouverture qui vient de La Rochelle, pareil, ça a été un joueur en début de saison. Tous les deux ont vraiment été très très bons. Ramos, ça faisait 3-4 saisons que Toulouse n'avait plus de buteur et qui perdait un nombre de matchs incalculable d'1 point, 2 points à cause d'une pénalité ou d'une transformation manquée. Ils ont trouvé ce buteur fiable. Je crois qu'il est 2e ou 3e réalisateur du top 14. Donc voilà, ce mec qui enquille les points. Et voilà, merci, je l'avais oublié. Colby, le petit ailier sud-africain qui vient du 7, qui est pareil, qui est un match winner, qui a pu par moments débloquer des situations. Ces quatre joueurs-là, tu disais qu'on renoue avec une forme de jeu à la toulousaine, ont notamment contribué à ça, à dynamiser le jeu, à faire jouer dans la défense, par des passes après contact, etc. Des joueurs rapides, et pour jouer le jeu toulousain, il faut des joueurs rapides, ce qui leur manquait. Et c'est vrai ce que tu disais, Christelle, en intro, Mola, c'est presque un survivant, quoi. Il s'est fait tomber dessus par Albacete, et Elissalde a aussi d'une certaine manière réglé ses comptes avec lui après son départ. C'était pas gagné quand même que Toulouse retrouve aussi vite les sommets. On n'en est pas encore là, il faudra voir ce qu'ils feront en phase finale. Je pense qu'ils y seront, mais voilà, ils reviennent d'assez loin, je trouve. Oui, Toulouse, en fait, c'est un petit peu l'inverse du Stade Français, c'est-à-dire qu'ils sont sur une dynamique positive, ce qui leur permet de gagner certains matchs. Le match à Bordeaux, ils ne l'auraient pas gagné l'an dernier parce qu'ils étaient tombés un petit peu justement dans une spirale négative. Et l'an dernier, alors eux, la chance, c'est qu'il n'y avait aucun souci de relégation. Il y avait beaucoup trop d'écart avec le bas de classement. Mais là, c'est vraiment leur dynamique. Moi, j'avais un petit peu peur que le fait que Dupont se blesse, ça puisse les pénaliser, parce que vraiment, il aurait fait gagner un nombre incalculable de matchs en début de saison. Et au final, on n'a pas l'impression que ça les perturbe. Et là, avec les résultats qu'ils viennent faire, d'aller gagner à Bordeaux, quand même, je pense qu'ils vont être assez difficiles à prendre. En plus, c'est une équipe, mis à part peut-être Dupont, qui n'a pas trop de blessés, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est un tout. Le fait que les coachs aussi étaient prolongés, ça enlève une certaine, un petit peu de tension autour du staff qui va être prolongé, pas prolongé avec les joueurs. Au moins, ils savent sur quoi ils partent. Non, je pense que Toulouse va être dur à prendre sportivement. Après, le petit point d'interrogation, c'est que d'un point de vue extra-sportif, il y a des petits problèmes dans les coulisses avec Fiducial. Fiducial qui est leur partenaire principal et qui met en cause un peu les finances du club. Les finances du club. Alors, est-ce que ça aura un impact sur le sportif ? J'y crois pas trop. Voilà, faudra voir. Mais Toulouse, là, ils sont quand même 3e. Alors, même si chaque week-end, on peut passer de la 3e place à la 8e place, tellement l'écart est infime. Mais là, ils reçoivent 4 fois pour 3 matchs à l'extérieur. Voilà, je pense comme Clément qui seront dans les 6. Maintenant, où exactement, je ne sais pas, mais je ne pense pas que la machine va s'enrayer. Et ils ont aussi eu la chance de ne pas avoir beaucoup d'internationaux de sélectionnés, ce qui leur a été presque jamais arrivé. Et on se souvient que les 2 saisons d'avant, c'est ce qui les avait beaucoup pénalisés. Et là, du coup... Puis ils jouent que le top 14. Oui, ils jouent que le top 14. En challenge, ils ont été éliminés. Et donc ça, là, aussi, c'est important parce que, par exemple, Pau, dont on parle peu, qui est sur une bonne dynamique, eux, ils ont un quart de finale de challenge à jouer. Ils jouent à domicile contre le Stade Français. On suppose qu'ils vont jouer cette compétition à fond. À un moment, est-ce qu'ils vont pas le payer de jouer un petit peu toutes les compètes, voilà. C'est pour ça que Toulouse a un sacré avantage. Après, on peut quand même toucher un mot. Tu parlais de Keyno. Je pense qu'effectivement, c'est quand même avant tout un recrutement médiatique. Keyno, il a 34 ans, je crois. Bon, je ne veux pas tomber dans le cliché du gars qui vient en pré-retraite, parce qu'il peut sans doute apporter, ne serait-ce que
dans la transmission, dans l'éthique de travail, dans tout ce qu'on dit des All Blacks en dehors du terrain. Il va sans doute apporter. Il aura une autre recrue intéressante, c'est Alban Placine, le 3e ligne de Biarritz. Voilà, que ce gamin français grandisse sous la coupe de Kaino, ça peut être que utile pour lui. Mais c'est avant tout, je pense effectivement, un recrutement médiatique dans le sens où, voilà, Toulouse is back, quoi. On est là, maintenant on peut à nouveau rivaliser avec Toulon, puisque Toulon était sur le coup avec les autres clubs. Ils n'ont pas la même couverture financière, mais bon, ils sont capables de faire des coups encore et de se réaffirmer comme un club qui compte sur l'échiquier du rugby français. C'est Didier Lacroix, hein, c'est un petit peu j'arrive, je suis là, je suis le président depuis 1 an et moi aussi je fais mon coup. Toulouse est de retour et plus vite que prévu peut-être. Mais attention à ce que ces problèmes extrasportifs, c'est-à-dire ce conflit avec Fiducial, ne viennent pas justement gréver sur le long terme les finances du club. Jusqu'où va aller ce conflit en termes financiers et juridiques? D'action juridique, donc c'est là où... Si demain Fiducial se retire, ça peut effectivement être très très préjudiciable pour le club. Ouais. Eh bien, parfait, on a fait le tour. On va terminer cette émission avec votre pronostic pour France-Angleterre, puisque donc France-Angleterre, c'est samedi à 17h45. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire, Maxime? On va gagner avec 40 points d'avance. Par rapport à ce que j'ai dit, que la France est capable de faire un exploit une fois tous les 10-12 matchs, il faudrait que je dise que la France va gagner. Oui, il faudrait. Mais je vais dire que la France va perdre 24-12. Clem? Ouais, c'est un bon pronostic, Max. Non, mais je pense qu'on va être dans cet écart-là, entre une dizaine de points d'écart pour l'Angleterre. Voilà, 10-19, c'est bien. 20-30. C'était 21-31 il y a 2 ans, 20-30 cette année. Voilà. Et toi, JC? Je vais 17 partout. Ah, beaucoup plus optimiste, je te reconnais bien là. Partout. Très bien, c'est noté, on verra ça. Je ne sais pas si c'est possible. C'est possible de faire 17 oui, 3 bien fois sûr. 5. Tout est possible, sauf 2. À part 2-2. Ou 4. C'est plus possible. 4, c'était possible avant, c'est plus possible. Eh bien, merci messieurs. Voilà, c'était l'Équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'Équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Maxime Rollin, Jean-Christophe Collin. Merci à Quentin Bresson à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, des étoiles. À la semaine prochaine.